La mort d'Hervé Bazin, le célèbre écrivain, disparaît à l'âge de 85 ans, victime d'un accident cérébral. Son plus célèbre roman, Vipère au poing, figure depuis longtemps parmi les classiques de la littérature française. Des Iraniens avaient installé des camps d'entraînement en Bosnie, une révélation qui empoisonne la réunion de Rome où sont réunis les trois principaux leaders de l'ex-Yougoslavie. Ski, une médaille de bronze pour Luc Alphand dans la descente du championnat du monde en Espagne. Rugby, tournoi des 5 nations, les Français écrasent les Irlandais 45-10. Madame, monsieur, bonsoir. Hervé Bazin, qui est mort ce matin d'un accident cérébral à l'âge de 85 ans chez lui à Angers, était déjà de son vivant, considéré comme un classique de la littérature française. Auteur d'une vingtaine de livres, il était au moins connu de tous les Français pour son premier roman, Vipère au poing, dans lequel il racontait ses relations très dures avec sa mère, qu'il avait surnommée Folcoche, contraction de folle cochonne. Lui, c'était Brasbouillon. Georges Bécou. Vipère au poing, le premier et le plus connu des romans de Bazin. Règlement de compte avec sa mère, portrait au vitriol. En se racontant, Bazin nous raconte. Au lieu de gaspiller vos forces en jeux stupides, vous vous amuserez d'une façon utile. Marcel ratissera, Brasbouillon et Freddy désherberont. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je suis né en province, à Angers. Je suis toujours resté en province. Je vais à Paris pour le Centre national, pour les éditeurs, pour l'Académie, puis c'est tout. La province est au cœur de son œuvre. Il aime y vivre, il y achète successivement 15 maisons qu'il aménage lui-même et dont il cultive le potager. Ça signifie ici l'économie fermée, c'est-à-dire qu'en fait, nous produisons non seulement tous nos légumes, mais même nous pouvons en donner. Après le Bazin domestique, le seigneur des lettres, doyen de l'Académie Goncourt, notoriété, popularité que lui valent La tête contre les murs, La mort du petit cheval, L'huile sur le feu, Qui j'ose aimer, qui se vendent à des millions d'exemplaires et sont traduits dans toutes les langues. Vous savez, on règle ses comptes pour soi à un certain âge, enfin disons, ça se passe entre 30 ou 40 ans. Après, c'est la société qui vous intéresse. C'est un autre regard, plus détendu, et même plus, je dirais presque plus affectueux, tout en restant, quelquefois, piquant. Dans des livres comme l'Abécédaire, il donne ses sentiments avec sévérité sur la vie et sur lui-même. Quand on a un petit peu réussi, il ne faut même pas trop le proclamer. Autoportrait, oui, je n'aime pas tellement mon visage tel qu'il est devenu. J'aurais préféré celui qui a 30 ans. Jusqu'à ses derniers jours, où il léguait tous ses manuscrits à la bibliothèque de Nancy, Hervé Bazin s'exprimait sur l'avenir de notre société de la même manière qu'il y a 20 ans dans Apostrophe. Vous dites j'entretiens soigneusement un optimisme désespéré. Oui, mais ça c'est un bon mot, c'est vrai. Non, c'est dans la fin, au moment du grand examen. Oui. Oui, je crois que là, nous passons en ce moment une période difficile de l'humanité. Et je dis, j'entretiens un optimisme désespéré parce que, en fait, tout semble indiquer que nous pouvons parfaitement rater cet examen. Je pense quand même que nous ne le raterons pas. Hervé Bazin faisait partie avec Henri Troyat de ce club très fermé des écrivains français contemporains largement traduits, vous l'avez entendu, dans le monde entier. Témoignage de deux de ses amis. D'abord, le romancier François Nourricier, avec lequel il siégeait depuis 38 ans à l'Académie Goncourt, dont d'ailleurs il n'avait jamais reçu le prix. Nicole Cornu-Langlois. Nous étions à peu près des deux côtés de la table, et l'image que j'aime, c'est les silences que nous échangions, ou les quarts de sourire que nous échangions quand l'atmosphère devenait un peu trop turbulente et devenait un peu trop remuante. Il avait une façon de se taire et de faire la part des choses que j'aimais beaucoup. Disons que c'est sa discrétion et ses silences que je garderai en moi. Je pense que quand il y a la conjonction d'un auteur, d'un titre et d'un personnage, ce qui a été le cas avec Vipère au poing et le personnage de la mère du narrateur, de la mère de Brasbouillon, de Folcoche, il faut suivre la pente du public. Le public, les lecteurs ne se trompent jamais. Et Bazin égale Vipère au poing, je crois que j'emboîte le pas au grand public. Autre témoignage, celui d'un autre ami, Robert Sabatier, recueilli par Alain Loubezki. J'ai connu Hervé Bazin en 1946
Il avait une petite revue de poésie qui s'appelait La Coquille, j'en avais une qui s'appelait La Cassette. Nous échangions nos petits livres de poèmes. Puis un jour, il a publié Vipère au point, il est devenu très vite célèbre. Et on ne s'est jamais quitté, je veux dire. Ça a été 50 ans de compagnonnage amical et littéraire. Comment peut-on le situer, comment le situez-vous parmi les écrivains contemporains? Alors, je crois qu'il faudra, comme toujours, un certain recul pour situer littérairement un écrivain. Moi, je le situe dans la lignée des grands romanciers de la famille, de la bourgeoisie, des vieilles familles provinciales, de l'étude des mœurs conjugales. Vous savez, Gide disait « famille que je vous hais » au sens de la haine, Bazin disait « famille que je vous hais » au sens de la possession. Et puis encore, signe de sa notoriété, de son vivant, Hervé Bazin faisait partie du programme officiel de l'éducation nationale. Tous les étudiants, ou presque, avaient eu au moins à plancher sur Vipère au point. Témoignage recueilli cet après-midi dans une grande librairie parisienne. Sébastien Vibert, Jacques Grégor. Pour nombre de lecteurs, le nom d'Hervé Bazin n'évoque qu'un seul et unique livre. Ça évoque essentiellement Vipère au point, un livre de lecture de lycée. Vipère au point, mais je l'ai lu il y a très longtemps, quand j'étais au lycée, donc honnêtement, j'ai très peu de souvenirs. Dans Vipère au point, ouais, je crois que c'était l'histoire d'un enfant qui est... qui a des problèmes avec sa mère, en fait, et je crois que c'est assez difficile, si je me souviens bien, c'est assez difficile, quoi. Pour d'autres, la lecture de Vipère au point est associée à une émotion, un précieux souvenir de jeunesse. Je l'ai lu adolescente, comme beaucoup de livres que l'on dévore quand on a cet âge. C'est un grand moment, oui, c'est un cri. Et une déchirure. Chacun y a retrouvé quelque chose de soi. J'ai connu sa mère, Paul Coche. Vous l'avez connue comment? Parce que j'habitais auprès de chez elle. Et le matin, je la voyais passer, elle allait au marché régulièrement le mercredi, avec son chapeau. C'est vrai qu'elle avait un look Paul Coche. On rentre bien une cinquantaine par semaine, hein, je dirais. Parce que c'est toujours au programme, plus ou moins, des classes de fin de secondaire, ou de fin de première plutôt, je dirais première, ou enfin bac français en général, quoi. Mais voilà, surtout le reste, c'est quand même, il y a pas mal de livres qui sont assez ardus à aborder, donc c'est pas un auteur de, je dirais, grand public quand même, à part cette œuvre. Et parmi tous ces livres disposés en rayon, Vipère au point est le seul qui était momentanément épuisé. Bernard Pivot, vous perdez là un de vos plus célèbres invités. Robert Sabatier disait écrivain de la famille et pour les familles. Oui, c'est vrai que d'abord c'était un homme qui adorait les mots. Et Bégou rappelait qu'un livre de lui, l'Abécédaire, c'était le seul livre autobiographique qu'il a vraiment laissé. Et si je voulais coller un mot à Bazin, c'est effectivement, Sabatier a raison, c'est le mot famille. D'abord parce qu'il a raconté beaucoup d'histoires de famille. On disait évidemment Vipère au point, l'histoire de sa mère Folcoche. Et vous savez, quand il est entré à l'Académie Goncourt, Folcoche, mais la vraie mère d'Hervé Bazin, a dit « Ah, il a fini par réussir ce raté ». C'est un mot absolument terrible. Et puis il a parlé beaucoup, Madame X, le matrimoine, la mort du petit cheval, le bureau des mariages. Alors il puisait soit dans ses histoires de famille à lui, soit dans les familles des autres. Et puis, famille parce que je crois qu'il a dû se marier 4 fois. Et le jour de ses 80 ans, il y avait son dernier fils qui devait avoir 7 ou 8 ans et qui aurait pu être le petit-fils de ses premiers enfants, Hervé Bazin. Donc alors, non seulement il a d'abord commencé par dénoncer la famille, puis après il a été un homme qui a adoré la famille, qui a célébré la famille. Et puis la famille parce qu'il y a beaucoup de Français qui nous regardent là et qui ont, évidemment souvent chez les personnes âgées, qui ont tous les romans de Bazin, depuis le premier jusqu'au dernier. C'était un auteur absolument adoré des familles. Vous disiez tout à l'heure qu'il a eu des millions d'exemplaires, mais vous savez qu'il a eu le prix Lénine. Oui, quand on parle de renommée internationale, c'est vrai. Il a eu le prix Lénine universel parce que c'était un best-seller extraordinaire. Alors qu'il n'était pas du tout communiste. Non, pas du tout. Non, absolument pas. Et puis je dirais, l'autre famille, dont il a été depuis 38 ans le président, le patriarche, le parrain, c'était l'Académie Goncourt, bien sûr. Alors, dernière chose, Bernard Pivot, de son vivant, Hervé Bazin a prononcé sa propre épitaphe. Oui, alors, et voilà, il avait proposé ceci. Hervé Bazin, né en 1911. Néant, N-E-A-N-T, 1996. Alors, est-ce que c'était un jeu de mots ou est-ce qu'il le pensait vraiment? Merci.
Les autres titres de l'actualité, en commençant par le rugby. Dans le tournoi des 5 nations, la France s'est rachetée cet après-midi au Parc des Princes de sa défaite contre l'Écosse en battant l'Irlande 45-10. Christophe Duchiron. En rugby, il y a des signes qui ne trompent pas. L'émotion d'un bleu qui a les larmes aux yeux, c'est Olivier Campan, le Français. Un Irlandais qui fait sa prière d'avant-match, c'est peut-être prémonitoire, mais après tout, envers, ça rime avec enfer. 11 minutes de jeu, et pour les Irlandais, halte au feu. Une passe au pied de Lacroix pour Saint-André, qui inscrit le premier des 7 essais capitaux. 9 minutes plus tard, c'est capital. Les Français font dans le spectacle pyrotechnique. Castagnet envoie une belle bleue dans le camp irlandais, et Mylène Tamac récupère le ballon que lui donne Benazi omniprésent, et voilà un deuxième essai qui en annonce d'autres. Faut dire, l'Irlande d'aujourd'hui, elle manquait de couleur. Elle jouait en vert, oui mais en vert pâle. Et elle jouait surtout avec une défense fantôme. 30 minutes de jeu, encore un essai pour les Bleus. Et cette fois, c'est Castel qui s'y colle. J'ai pu profiter d'une dynamique de groupe qui a toujours été en avançant et qui a cherché à encaisser le moins de points possible et à mettre le maximum. Côté irlandais, mini-jeu, mini-score, et les Français font le maximum. Guy Akoseberi va marquer un 4e essai avant le repos. À la mi-temps, la France mène 24-3. On pourrait dire que l'Irlande marche à côté de ses pompes, c'est à moitié vrai. Car à la reprise, le pilier Cloessy ne rate pas la tête de Roumat. Pas vu, pas pris, n'empêche, c'est pas joli. 56e minute, et le train bleu continue de siffler son rugby d'attaque. Ntamak ramasse le ballon, il s'en va le déposer gentiment dans l'embut. Mais il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de match. Un peu plus tard, alors que Castel a encore marqué un essai, les Français repartent à l'assaut avec le surpuissant Benazi, qui nettoie tout dans la défense adverse. Ensuite, quand c'est bien propre, la balle pour Akoseberi et pour Castagnet qui envoie Campan à l'essai. 15 jours après la douche écossaise, la France a retrouvé une équipe. On joue tous ensemble, c'est vraiment un groupe qui a joué ensemble aujourd'hui. Ça a été une satisfaction collective. Score final, 45-10. On attendait des Bleus qu'ils gagnent, ils ont gagné. On attendait des Bleus qu'ils brillent, ils ont brillé. On peut donc dire bravo la France. Les Français ne se retrouvent pas pour autant bien placés dans la course à la victoire dans ce tournoi 96, dans la mesure où les Écossais restent invaincus. Ils ont battu cet après-midi le Pays de Galles de justesse, mais ils les ont battus 16-14. Les supporters irlandais étaient donc déçus cet après-midi, mais pour eux, le rugby n'est pas simplement un sport. C'est une occasion d'être unis, d'être ensemble. En effet, leur équipe, même au pire moment de la guerre civile, était composée et reste composée d'Irlandais du Nord et du Sud, protestants, catholiques. Et les jours de match, le pays ne fait qu'un. Philippe Visserias, Roger Mathurin. Cet après-midi, dans les tribunes du Parc des Princes, Johnny Gibson est allé de déception en déception. Fidèle supporter de l'Irlande, c'est à l'étranger qu'il a l'habitude de voir jouer son équipe. Johnny est protestant, citoyen britannique et surtout policier en Irlande du Nord. Dans le contexte actuel, il est moins dangereux pour lui de venir à Paris que d'aller à Dublin. Ce n'est peut-être pas très sûr pour moi d'aller à Dublin parce que je suis policier, mais c'est mon travail. C'est comme ça que je gagne ma vie. Je n'ai pas d'opinion politique particulière. À Paris, Johnny a accepté de discuter politique, chose qu'il aurait difficilement pu faire dans sa ville d'Enniskillen en Irlande du Nord. Là-bas, on est peut-être loin de Belfast, mais à l'école, les petits protestants et les petits catholiques ne se mélangent pas. Située à 10 km à peine de la frontière avec le Sud, cette ville à majorité protestante affiche clairement son identité britannique. En 1987, un attentat de l'IRA y a fait une dizaine de morts. Dès que le mot politique est prononcé, on essaye de calmer le jeu. Les gens en général s'entendent bien. Il n'y a pas de problème avec une majorité des habitants d'Enniskillen. Chaque année, le club de rugby local organise des voyages pour le tournoi des 5 nations. Cette fois-ci, c'est Paris. Contrairement au football, où Nord et Sud sont séparés, le rugby reste le lien entre les deux Irlandes. Alors, dans le Nord aussi, on veut faire la fête comme les autres. Dans un contexte irlandais, la politique est un sujet très déprimant. Le sport est bien plus léger, plus agréable. Donc on se concentre sur ce qu'on aime. John et Patrick ont joué au rugby ensemble pendant 25 ans. Il est catholique, et vous? Protestant. Pas de problème? Non, jamais, pas dans le rugby. Pas le samedi. Le rugby pour oublier les divisions, le temps d'un match et peut-être plus. Le regain de tension actuel n'a pas fait oublier les espoirs de paix et Johnny espère que l'année prochaine, il pourra aller voir jouer l'Irlande à Dublin. Une médaille de bronze pour Luc Alphand au championnat du monde de ski. Favori de la descente, le Français a finalement été battu par l'Autrichien Ortlieb et l'Italien Ghedina. Thierry Clopo, Alain Poirier.
Au départ, il voulait être champion du monde. À l'arrivée, il est troisième. Une histoire de marche, pas toujours facile à monter. Et pourtant, cette troisième place, Luc a longtemps eu peur de la perdre, comme en 1993 au Japon à Morioka, pour un seul petit centième. Ça reste comme ça, ouais, mais quatrième à un centième, je connais. Alors, comme ça, je connaîtrais 2 fois, je connais déjà. Pas aujourd'hui. Au départ donc, en leader de la Coupe du Monde de descente, Lucho part grand favori. Mais la piste, très peu sélective, très peu pentue, ne lui va pas comme un gant. Malgré 2 petites fautes dans la première partie, Luc donne tout ce qu'il a, mais cela ne suffira pas. Une 3e place à 1 centième de l'Italien Ghedina. Luc ne boude pas sa médaille de bronze, il est heureux, tout simplement. Sur le podium, c'est déjà une belle course, c'est ce que peut-être les gens ont du mal à comprendre. Les gens voulaient que je gagne, peut-être, mais bon, je crois qu'une médaillée, c'est pas un mauvais résultat. C'est comme 2e à Kitzbühel, il y en a qui m'ont dit, ah, 2e à Kitzbühel, il faut quand même déjà le faire, il faut s'engager, il faut travailler, il faut faire une course. Seulement, il y a des conditions extérieures, et puis aujourd'hui, il y en a 2 qui sont un petit peu plus vite que moi. Et le plus rapide aujourd'hui, c'était le plus lourd. L'Autrichien Patrick Ortlieb, champion olympique en 92, et son quintal a pesé sur cette course de toute sa puissance. Luc, lui, n'est donc pas champion du monde. Ce sera pour l'an prochain à Sestrières, en Italie, en attendant cette médaille de bronze. Et pour le ski français, la première en descente depuis 30 ans. Et c'est toujours cela de gagner. À Serre-Chevalier, la station où réside la famille Alphand, cet après-midi, on était, vous vous en doutez, devant le téléviseur pour suivre sur France 3 la course de l'enfant du pays. Yannick Aroussi, Gérard Gallian. Ah, t'es content quand même? De téléphone portable à téléphone portable, de Sierra Nevada à Serre-Chevalier, Luc Alphand et ses parents partagent la joie d'une médaille. Médaille, c'est déjà. Non, mais mieux, c'était... Ça tient pas grand-chose, mais c'est comme ça. Non, c'est bien. Cette médaille, dès ce matin, tout Serre-Chevalier l'attendait. Luc Alphand est l'enfant du pays, alors la mobilisation est générale. Tout le monde va pousser le champion. Et une médaille au championnat du monde, c'est encore autre chose et je pense que Luc en a vraiment envie et il le mérite après toutes ses blessures et toutes ces années de galère. Bon, Jean-Marc, on va y aller. Il est presque 14 h, surtout ne pas être en retard. Tous les téléviseurs de la station sont branchés sur la Sierra Nevada. L'ambiance est comme ici au Club des Sports, euphorique, ou alors plus feutrée et plus tendue, comme chez la famille Alphand. Ah, il va sur le podium. Il va sur le podium. Il a fait une belle course, on ne peut pas être déçu. Très content. Champagne pour médaille de bronze, en attendant de fêter le retour de celui qui n'est peut-être pas un héros, mais en tout cas un très grand champion. Au globe maintenant. Ah oui. Au globe. Au globe. L'actualité internationale, le processus de paix en Bosnie connaît quelques dérapages depuis une dizaine de jours. Les 3 principaux leaders de l'ex-Yougoslavie sont donc réunis à Rome sous l'égide des États-Unis, avec une affaire qui empoisonne cette réunion romaine, la découverte d'un camp d'entraînement dirigé par des Iraniens en territoire bosniaque, en violation complète des accords de Dayton. Alain Chalron à Rome. Ces poignées de main apparemment chaleureuses entre les 3 protagonistes de la guerre en Bosnie, Izetbegovic, le bosniaque à gauche, Tudjman, le croate au centre et Milosevic, le serbe à droite, ne doivent pas faire illusion. Le processus de paix dans l'ex-Yougoslavie est bien menacé et cette réunion de Rome où les 3 chefs d'État participent sous la houlette du groupe de contact est un peu la réunion de la dernière chance. C'est que les 3 présidents ont quelque chose à se reprocher. Milosevic refuse que ses amis serbes bosniaques soient traduits en justice. Tudjman, le croate, met des bâtons dans les roues à la réunification de Mostar. Et même Izetbegovic, le bosniaque, vient d'être pris la main dans le sac. Les forces de l'OTAN viennent en effet de découvrir à Fojnica, à une quarantaine de kilomètres de Sarajevo, une maison où, sous un portrait de Khomeini, 11 personnes, dont 3 Iraniens, entretenaient un véritable arsenal et confectionnaient des jouets piégés qui apparemment n'avait rien à voir avec une action humanitaire auprès des jeunes bosniaques. Le démenti de l'ambassade d'Iran à Sarajevo, selon lequel tout ce petit monde n'était, je cite, impliqué dans aucune action militaire, n'a guère convaincu. On ne faisait pas simplement de la dentelle dans cette maison. Qu'en plus certains semblent préparer des actes terroristes, posent des problèmes de sécurité, y compris pour nos propres troupes, dont vous comprendrez
que nous ne puissions pas les accepter. La découverte de ce refuge pour terroristes a pour effet qu'ici à Rome, il n'y a pas de bons et de méchants. Il n'y a que des gens qui ont quelque chose à se faire pardonner. Et pour se le faire pardonner, le mieux ne serait-il pas, bien entendu, de trouver une solution pour relancer le processus de paix. Catastrophe ferroviaire la nuit dernière près de Washington aux États-Unis. Un train rapide a heurté un train de banlieue. L'accident a fait 11 morts, passagers du train de banlieue, et une vingtaine de blessés au total. La collision est survenue en pleine tempête de neige sur la région de Washington. Le long de la côte du Pays de Galles, les opérations de pompage des 140 000 tonnes de pétrole brut d'un pétrolier géant échoué depuis maintenant 48 heures n'ont pu commencer en raison du mauvais temps. Pour l'instant, la pollution a pu être contenue. 4 000 tonnes de pétrole seulement se sont échappées des réservoirs du navire. Reportage Bertrand Coq, Raymond Chaplat. On avait cru le pire lorsque le Sea Empress s'est échoué ici jeudi soir avec ses 130 000 tonnes de brut. Ce soir, on respire un peu mieux à Milford Haven, à l'extrême ouest du Pays de Galles. Car ce ne sont pas 6 000 tonnes de pétrole qui se sont échappées des cuves du navire, comme on l'avait cru d'abord, mais tout juste 1 millier, dont 300 tonnes à peine ont atteint les plages, rapidement nettoyées par une soixantaine de spécialistes aidés de volontaires. Toute l'après-midi, une demi-douzaine de remorqueurs se sont efforcés de maintenir le pétrolier le nez au vent pour éviter qu'il n'embarque plus d'eau. Aux premières loges et en famille, les habitants de la côte, les Gallois, habitués au spectacle de la mer et à ses surprises. Tous ne sont pas totalement rassurés. C'est complètement fou, et en plus dans un endroit aussi beau. Ici, on vit du tourisme, c'est pour ça que les gens sont venus voir. Il y a du souci à se faire pour l'avenir. Une catastrophe écologique majeure paraît donc évitée. Les oiseaux marins qui font la renommée de la région, les foot-bassans, les macareux, n'ont pas encore pris ici leur quartier d'été. Et les experts de la Société royale de protection des animaux garantissent que les quelques 140 couples de phoques domiciliés sur ces côtes n'ont pas non plus eu à souffrir de ce début de marée noire. À l'instant même, nous joignons au téléphone notre envoyé spécial Bertrand Coq, car Bertrand, la situation vient à l'instant même de se détériorer autour du navire. Oui, c'est ce que les marins appellent une fortune de mer, un coup du sort, alors que le pétrolier était à l'ancre, à l'abri de la côte et sous la protection des gardes-côtes. Eh bien, il y a un peu moins d'une heure, il a ripé, le bateau a ripé sur son ancre et il est venu s'empaler sur les récifs à quelques dizaines de mètres seulement de la côte. Alors, règne ici sur la colline qui surplombe cette côte, ces récifs et ce pétrolier que j'ai sous les yeux, règne une plus grande agitation. La police a fait évacuer les badauds qui s'y trouvaient, la police a fait évacuer le personnel du phare qui se trouve au sommet de cette colline, et à l'instant même vient d'arriver un hélicoptère qui est en stationnaire au-dessus du pétrolier et qui s'apprête, nous dit-on, à évacuer l'équipage qui avait décidé de passer la nuit à bord, mais on craint à présent des risques d'explosion. C'est nuit noire, on ne peut pas bien évaluer les dégâts, mais l'air est imprégné d'une odeur de pétrole qui fait évidemment craindre le pire, et du reste les policiers sont en train de prier les journalistes d'évacuer les lieux, donc je pense qu'il faudra attendre demain matin le lever du jour pour pouvoir évaluer l'ampleur des dégâts. Merci. Au Japon, dans l'île d'Hokkaido, les sauveteurs qui travaillaient depuis une semaine pour tenter de dégager une vingtaine de personnes ensevelies sous un tunnel suite à un éboulement n'ont malheureusement retrouvé aucun survivant. 2 automobilistes ont été découverts morts et 18 passagers d'un autocar sont également apportés au nombre des victimes de cet accident. Retour en France, obsèque cet après-midi en Corse d'un militant nationaliste abattu hier par un commando de 3 hommes qui a pris la fuite. Aujourd'hui, le FLNC, canal historique, a fait savoir que cet attentat ne remettrait pas en cause le processus de paix engagé sur l'île avec le gouvernement après les visites successives des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Christophe Tortora, Jean-Michel Mire. Un commando cagoulé du FLNC sorti de nulle part a tiré une salve d'honneur lors des obsèques de Jules Massa. Une salve comme à chaque enterrement d'un militant nationaliste. À Guitera, cet après-midi, l'église du village est trop petite pour accueillir tous ceux qui veulent rendre un dernier hommage à ce militant de 39 ans tué à Ajaccio par balle hier matin. C'est la 2e fois que François Santoni enterre l'un de ses gardes du corps. François Santoni, élu hier soir secrétaire général de la Concolta. Il ne veut pas que l'assassinat d'un de ses fidèles remette en cause les négociations. Si les gens qui ont tué Jules Masse pensent que cet assassinat mettra un terme à ce processus de paix, ils se sont lourdement trompés. Il n'y aura pas de riposte à cet assassinat.
Nous, aujourd'hui, on n'appelle pas la riposte. Le cercueil de Jules Massat, accompagné par l'ensemble du village, a été porté jusqu'au cimetière de Guitera. Là, dans un communiqué, un commando du FLNC affirme que malgré ce meurtre, le processus de paix est irréversible. Cette voie est la seule porteuse d'espoir, la seule susceptible de donner un aboutissement politique à 2 décennies de violence et de sacrifices consentis pour notre peuple et particulièrement par le mouvement national. Une fois ce texte lu, le commando a regagné le maquis. Malgré ces appels au calme lancés cet après-midi, en Corse, on craint ici une riposte de la base, une riposte des militants nationalistes proches de Jules Massat. En bref, la politique, d'après M. Jacques Baumel, vice-président de la commission de la défense à l'Assemblée nationale, le président de la République, M. Chirac, présentera le 22 février prochain à la télévision ses grandes options en matière de défense, réforme du service militaire et de l'armée française, dont on parle beaucoup en ce moment. Sondage IFOP, journal du dimanche, la cote de popularité de Jacques Chirac reste stable, avec 36% de satisfaits. En revanche, le Premier ministre lui perd 3 points, 29% de satisfaits contre 32, c'était le mois dernier. Double acquittement, c'est le jugement des assises de la Haute-Savoie, devant lesquelles comparaissait jusqu'à hier soir une femme soupçonnée d'avoir commandité le meurtre de l'un de ses amants qui lui aurait transmis le virus du sida. Et celui qui se serait chargé du meurtre était également dans le box. Le procureur de la République avait réclamé 18 ans de prison pour les 2 accusés. Ils sont libres. Le doute leur a donc profité. Valérie Hermite, José Boulestex. Très bien vendu parce qu'on en avait une file à peu près haute comme ça et vous voyez ce qu'il reste. Ils ont été inquiétés tous les deux, il n'y a pas de preuve. Bah, c'est bien. Ouais. J'avais signé un papier à l'école, au lycée. Pour la soutenir. Il y a quand même eu un assassinat. Alors il y a bien un tueur quelque part. Quelque part, forcément quelque part, mais en tout cas pas dans ce box, selon les jurés de la cour d'assises de Haute-Savoie. À l'énoncé du verdict, il y a d'abord eu comme un cri d'étonnement, puis des applaudissements à tout rompre. Mais il y avait surtout l'émotion et les larmes sans fin de Viviane Bernard, totalement bouleversée. J'ai vécu ce procès. J'ai vécu ce procès ces 3 jours dans beaucoup de souffrance, beaucoup d'émotions. Je remercie les jurés d'avoir compris notre innocence. Je suis tellement bouleversée, je suis très heureuse de retrouver ma famille, surtout mon fils, et c'est comme si on me redonnait la vie. Une vie comme suspendue pendant ces 3 jours d'audience. Une vie que l'avocat général avait voulu sceller à celle de Paolo Giardina. Ils étaient à ses yeux les 2 coupables d'un même crime. Mais le jury populaire n'a eu que faire de ces certitudes. Depuis hier soir, Viviane Bernard et Paolo Giardina sont innocents et libres. Sur la route de la maison d'arrêt de Bonneville, un homme marchait seul dans la nuit. Paolo Giardina, après 27 mois de prison, recouvrait la liberté à pied. C'était aujourd'hui le premier jour des vacances de février qui vont s'étaler sur un mois. La circulation a été dense sur les routes des Alpes notamment, mais il n'y a pas eu de très gros problèmes, notamment à l'entrée de la vallée de la Tarentaise, après Chambéry, Moutier et jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. À la station des Menuires en Savoie, 22 000 lits. Ce premier jour des vacances était celui de l'installation et non pas trop du ski. Reportage Thierry Curtet, Daniel Lévy. Sur les pistes, sur les remontées mécaniques, ce n'était pas la cohue des grands jours. La météo n'était pas formidable, certes, mais ce samedi est avant tout jour d'installation pour les vacanciers. C'est l'occasion pour les skieurs de la région d'un dernier jour de tranquillité. Ces 2 familles viennent d'Avignon. Les coffres sont pleins à craquer et pas seulement de matériel pour skier. On achète sur place le frais, quoi, les légumes, la viande. Du minimum. Le minimum, ouais. Parce que ça fait un budget important. Hein. Quelle différence de prix il y a entre ici et la vallée? Oh, ça doit faire presque du simple au double. Hein. Une pratique qui se généralise. Certains vont même jusqu'à louer leur ski dans leur ville d'origine. Il est midi. Les Avignonnais récupèrent les clés de leur appartement loué par petites annonces. Une quarantaine de mètres carrés pour les 7. Pas de mauvaise surprise. Moi je dors en bas.
a l'air cool. Alors le budget, il faut compter 2600 francs de location. Il faut compter 1300 francs pour Jérôme pour ses cours de ski, 850 francs pour Guillaume. Ensuite, on a fait les courses. Bon, là, je ne peux pas vous dire le montant, c'est moi qui les ai faites. Ensuite, il faut aller prendre leur forfait, les forfaits pour tous ceux qui skient. Donc là, je ne connais pas les prix. Et ensuite, bon, tout ce qu'on peut dépenser pendant la semaine. 175 francs par jour, le prix du forfait est la véritable référence du coût des vacances à la neige. Elle reste chère. Alors, on veut très vite en profiter. Pas question de se laisser décourager par une météo qui s'annonce capricieuse. Suite du face-à-face entre l'homme et la machine. Le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, vient de remporter une nouvelle victoire contre l'ordinateur chargé de le mater, sans mauvais jeu de mots. Actuellement, l'homme mène 2-1 contre l'ordinateur. Marie-Pierre Farkas. La nuit dernière à Philadelphie, Garry Kasparov, 32 ans, était pour la 5e fois face à un adversaire virtuel. Un simple exécutant aux ordres du superordinateur IBM qui calcule 200 milliards de combinaisons à la minute. Au 48e coup, la machine a déclaré forfait. 2 millions de fidèles ont suivi en direct sur Internet les 4h15 de suspense et fêté la victoire de Kasparov. Ils seront au rendez-vous ce soir pour le dernier épisode de ce tournoi en 6 matchs, comme ces enfants du club de Clichy qui ont commencé les échecs très tôt et nient déjà les gestes des pros. Comme cet homme, ami et manager de Kasparov, qui refait chaque partie à distance. Kasparov, il était dans quel état d'esprit quand vous l'avez eu au téléphone tout à l'heure? Fatigué, il a toute la pression. C'est vrai que maintenant, il a le poids sur les épaules. Il n'est pas dans une situation trop désagréable. Il ne peut pas perdre le match. Il peut au pire faire match nul. Mais le connaissant, il veut gagner. Il faudra patienter jusqu'à demain pour savoir si Kasparov porte vraiment le titre de maître du monde. C'est pas le maître du monde qui se joue sur ce tournoi, mais c'est une notion romantique. C'est un des derniers ponts, un des derniers bastions où l'homme peut encore s'opposer sur un domaine avec une machine. La machine court plus vite que l'homme, la machine vole plus haut que l'homme, la machine nage plus vite. Il reste un domaine, c'est la réflexion autour du jeu d'échecs. Et pour ce match entre un maître russe et une machine américaine, Jonathan, du haut de ses 7 ans, a déjà un pronostic. C'est l'homme qui a inventé l'ordinateur, donc à mon avis, ça peut pas être l'ordinateur qui bat Kasparov. La saison des carnavals s'est ouverte en France avec le plus célèbre d'entre eux, Nice. Cet après-midi, dans les rues, s'est déroulée la traditionnelle bataille de fleurs. Yasmina Farber, Didier Beaumont. Séquence maquillage avant d'entrer en scène sur la promenade des Anglais. Dans les coulisses, 23 reines, les reines des chars de la bataille de fleurs. Elles ont été sélectionnées lors d'un casting sévère. Dernier regard du maestro. Tiens-toi bien, hein. Tu vas pas marcher, hein. Retourne. En 3 mois, il a fallu créer tous les costumes qui doivent coller à la peau de ces belles de jour. Reste à trouver son char. Mon char couleur café. Reine depuis 4 ans, Sandra fait partie des vétérans. Pour les autres, le professeur répète la leçon. Sois souriante, envoie des baisers et sois gentil avec le public, c'est très important. C'est très belle. Merci. Étudiantes, hôtesses ou mannequins, les voilà sous les projecteurs, le soleil de la promenade des Anglais. C'est plaisant, hein. Très plaisant, surtout pour la musique qui est une de mes passions. Voilà. Un joli sourire et c'est parti en rythme. Devant les chars, des groupes du monde entier donnent la cadence du ballet. Des escortes pour ces belles plantes qui ont pour mission de jeter des tonnes de mimosas ou d'œillets à un public comblé. Nous on voit ça tous les jours, on a des fiches, mais on vient. C'est tellement beau. Un franc succès pour ces reines qui ont parfois trouvé leur prince charmant pendant ce bal fleuri. Il y a 2 ans, nous avons eu une de nos filles qui a eu un gars qui arrivait de Dallas. Et donc, il est tombé fou amoureux d'elle. Il était milliardaire et il l'a épousée. Avant que les chars ne se transforment en citrouilles, il reste 4 défilés pour qu'un nouveau conte de fées se réalise. Le plus célèbre carnaval du monde, c'est tout de même celui de Rio. Présentation hier soir des principales écoles de samba de la ville et de l'ensemble du Brésil et des plus beaux chars qui vont participer à ce carnaval. Musique, danse et puis aussi, vous l'avez vu, à ne pas manquer quelques très jolies filles. Et puis des nuages au-dessus de Manchester en Angleterre. Ils sont extrêmement rares
sous nos climats. D'ordinaire, on peut seulement les apercevoir dans les régions arctiques. On les appelle les nuages de nacre. Ils sont entourés de masses d'air glacial à moins 90 degrés. Regardez bien, vous n'aurez sans doute pas l'occasion d'en revoir d'ici peu. Dans quelques instants, la météo de Sophie Davant, 20h50, n'oubliez pas votre brosse à dents avec Nagui, 0h30, le dernier journal, Florence Daucher, suivi du magazine de rugby 3e mi-temps. Demain matin, 7h, thé ou café, présenté par Catherine Sellac. À midi, dans Polémique, Michel Cottard recevra notamment monsieur Michel Rocard. Et puis nous, si vous le voulez bien, on se retrouvera demain à 13h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.